Ça se dit pas. Les rencontres. Moi, c'est Didier. Je suis infirmier en psychiatrie. Aller à la rencontre des différents acteurs de la psychiatrie. Multiplier les points de vue et les perspectives sur le soin en psychiatrie. L'hôpital psychiatrique n'agit pas contre le patient, mais pour le patient. J'ai commencé à exercer en 2013 dès l'obtention de mon diplôme. Voilà, donc depuis l'obtention de mon diplôme, je travaille dans la même structure. Donc c'est une structure qui fait partie de l'hôpital public. On accueille, on n'a pas de spécialité. On n'a pas de spécialité à proprement parler en termes de moyenne d'âge ou de pathologie. Notre spécialité est d'ordre géographique. On est dans le bassin cévenol, le Vigan, Anduze, Ganges. Donc ça fait combien d'années maintenant que tu es infirmier? Ça fait 11 ans que je suis infirmier. Donc tu as dû, j'imagine, voir beaucoup J'ai vu choses. beaucoup, j'ai été confronté à plusieurs types de cas cliniques, à plusieurs types de situations. J'ai pu voir l'évolution, en l'espace de 11 ans, l'évolution, on va dire, de la profession, l'évolution de l'institution, aussi l'évolution de, un petit peu, des profils que nous accueillons aussi. Et ça, par exemple, sur l'évolution des profils, qu'est-ce que tu as constaté, remarqué Au niveau donc, des profils que nous accueillons, j'ai constaté que voilà, nous avons de plus en plus de troubles de la personnalité. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose d'émergent de plus en plus. Jusqu'à présent, les pathologies prévalentes, c'était la schizophrénie ainsi que la bipolarité. De nos jours, les pathologies qui deviennent de plus en plus prévalentes, c'est voilà, les troubles de la personnalité borderline. C'est compliqué à prendre en charge, donc pour plusieurs raisons, parce que déjà, jusqu'à présent, le personnel était formé pour prendre en charge la schizophrénie, les troubles de l'humeur, et le personnel était moins formé pour la prise en charge des troubles de la personnalité. Ceci étant, nous avons à disposition des formations intramuros qui nous permettent de mieux appréhender les prises en charge des troubles de la personnalité. Et d'après toi, justement, le fait qu'il y ait plus de profils comme ça, c'est vraiment dû à la société, l'évolution de la société, tu penses? Je pense effectivement que la transformation de la société a une réelle incidence sur l'émergence de ces troubles. De toute façon, je pars du principe que avant de soigner les individus, il est important de soigner l'environnement dans lequel ils vivent. Et la société dans laquelle nous vivons actuellement, elle est profondément malade. De la même manière que la société a participé à l'émergence du burn-out, à l'émergence de la dépression, ainsi que de la multiplication de toutes les pathologies mentales, l'émergence des pathologies, des troubles de la personnalité, donc notamment les troubles de la personnalité borderline, sont en lien direct avec la transformation de la société. On est dans une société qui est en pleine accélération et qui demande, qui est de plus en plus exigeante envers l'individu. Donc l'individu, finalement, il est responsable de son propre bonheur, il est responsable de ses succès ou ses échecs au niveau professionnel, au niveau personnel et intime, à tous les niveaux en fait. Donc il y a une grosse pression quand même qui est mise sur l'individu d'être entièrement responsable de son bonheur. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en définitive, c'est un petit peu ce que promet. Enfin, c'est ce qu'on nous inculque depuis le tout début, depuis l'école primaire. On nous formate pour être un individu productif, obéissant, Voilà, et là où d'autres civilisations ne reposent pas sur ce modèle. Il y a d'autres civilisations qui reposent sur le modèle de la communauté. Ils ont d'autres problématiques, mais en tout cas,
ils n'ont pas les problématiques auxquelles nous on est confrontés dans notre société actuellement, quoi. Et notamment, je pense aux jeunes générations, c'est vrai qu'il y a une problématique identitaire qui est quand même très très présente, quoi. Oh oui, oui. Voilà, la psychiatrie, vous êtes un peu en première ligne quand même pour recevoir un peu tout ça aussi. Comme je disais, on reçoit des troubles de la personnalité, mais avec des transformations ces dernières années. Des transformations au niveau des profils, au niveau des tableaux. D'accord. Voilà. On reçoit souvent des personnes qui sont dans une crise existentielle, dans une crise identitaire. Alors je pense notamment aux personnes, il y a certaines personnes transgenres. Oui. Voilà. La raison qui fait que la personne soit dans une transition, elle peut être multifactorielle. Oui. Quoi qu'il en soit, elle répond souvent à une souffrance, en tout cas. Voilà. Mais je remarque aussi que souvent, chez les personnes qui sont en souffrance, déjà il y a l'expression du trouble. Okay. Et l'expression du trouble, parfois, il va se manifester par un esprit de contestation ou un esprit de contradiction. Et souvent, on reçoit des personnes qui qui expriment leur esprit de contestation ou de contradiction à travers une idéologie. D'accord. Ça peut être le bien-être animal, ça peut être l'écologie, ça peut être quelque chose en lien avec la sexualité ou quelque chose en lien avec, je l'ai dit, la religion, je ne sais plus. Non, je crois pas. Voilà. Avec le rapport au sacré et la religion. D'accord, ok. Voilà. Et souvent, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que des fois, on reçoit des personnes chez qui un trouble de la personnalité est diagnostiqué, mais c'est pas ça qui apparaît au premier plan. Ce qui apparaît au premier plan, ça va être du coup cette grande conviction qu'il peut y avoir par rapport à une religion, par rapport au bien-être animal, l'écologie ou tout ça, avec souvent un esprit de contradiction, de la revendication, une forme de colère, de révolte. Après, la colère et la révolte ne sont pas pathologiques en soi, ni les questionnements identitaires, ni la transidentité. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la société se retrouve en psychiatrie, en fait, et que la psychiatrie est en première ligne pour accueillir toutes ces problématiques sociales et sociétales. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, quand on est... d'ailleurs, je parle d'expérience. Ouais. On peut avoir, quand on est très jeune, on peut avoir tendance à cacher un petit peu aussi ses souffrances, Bien etc., sûr. derrière des causes. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne croit pas profondément en ces causes, mais voilà, ça peut être aussi une manière de pas forcément toujours dire la vraie raison, les vraies choses, des fois parce qu'on ne sait pas toujours soi-même, oui. Et puis d'autres fois parce qu'on a peur de s'y confronter, en fait, aussi. Oui, c'est ça, c'est définitive, comme tu le soulignes, il y a un effet de masque ou de... Comment on appelle ça? Oui, c'est un masque, quoi. C'est un masque qu'on essaie de... C'est un masque que l'individu essaie de porter pour se protéger, en définitive. C'est ça, voilà. Ouais. On disait une forme de mécanisme de défense. Voilà, c'est... Alors, ce masque, il est plus ou moins flexible, il est plus ou moins malléable. Des fois, on est face à un masque extrêmement rigide. Une armure, quoi. Des fois, c'est la grosse armure. Bon, mais des fois, c'est pas une armure, c'est plutôt de la paille, ou je sais pas comment trouver la métaphore. C'est plutôt du papier, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Alors évidemment, sans rentrer dans le détail, puisqu'il y a le secret professionnel, mais est-ce qu'il y a des patients qui t'ont particulièrement marqué, ou en tout cas, voilà, des rencontres comme ça L'une des premières confrontations qui m'a marqué, parce que ouais, je pense que le mot est juste, confrontation, dans le sens où j'étais confronté à une scène difficile à lire. Voilà, c'était de voir une patiente en souffrance, qui était face à des hallucinations, qui était consciente de sa souffrance, une patiente jeune qui se mettait à hurler et qui se mettait à pleurer, quoi. C'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur, et là, je me rappelle avoir ressenti... à ce moment-là, j'ai ressenti... j'avais limite des larmes qui venaient, quoi. Tellement c'était dur à vivre, quoi. Donc un sentiment peut-être aussi d'impuissance, un petit peu. Oui, il y avait vraiment de l'impuissance à ce moment-là.
Fort heureusement, et c'est ça qui est beau dans notre métier, hein, fort heureusement, cette personne aujourd'hui est stabilisée, quoi. Ouais, ça c'est super. Voilà. Et ça, heureusement que voilà, on arrive à un moment donné en équipe pluriprofessionnelle à stabiliser ces personnes-là. Ça nous permet d'accepter ces situations. Et j'ai envie de dire, du coup, aujourd'hui, quand je suis confronté à ce type de situation à l'heure actuelle, quelque part, je n'ai pas la réaction que j'avais à l'époque parce que je me dis, voilà, dans quelques mois, cette personne elle sera stabilisée et on va faire du bon travail, quoi. Et on sera fiers de nous. Voilà. De rééquilibrer cette personne. Donc voilà, j'ai été confronté, donc ça c'est mon premier souvenir, voilà, un petit peu choquant. Après, j'ai d'autres souvenirs choquants avec des scènes, avec des situations d'agressivité. Voilà, des situations d'agressivité physique où il a fallu, voilà, mettre en place des techniques, voilà, des techniques. Vous êtes formé à ça? Oui, ouais. Oui, on est formé. On est formé, donc. Disons qu'il y a plusieurs paliers, quoi. Donc le premier palier c'est les techniques relationnelles, verbales, et puis après voilà, on apprend des techniques physiques. Mais alors les techniques physiques qu'on apprend, on est toujours dans la bienveillance. Ça c'est toujours le maître mot, quoi. La bienveillance. On va toujours être dans des blocages de coups. Voilà. Oui, l'idée c'est de se protéger. De se protéger sans jamais... être soi-même agressif. Quoi. Voilà, sans jamais être agressif. On est toujours dans de la contenance. Et je pense qu'on peut être... enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, je peux être fier de dire que voilà, à l'heure actuelle, au bout de 11 ans, j'ai toujours réussi à pouvoir contenir la violence verbale ou physique sans avoir recours à la violence en retour, quoi. Ouais. Voilà. Toi, tu t'es jamais retrouvé face à des cas, par exemple, où tu as eu la sensation qu'un patient était, par exemple, mis sous contention ou attaché, pour dire les choses, où tu t'es dit, finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé des cas comme ça où tu t'es dit finalement ce patient qu'on force comme ça à l'immobilité, est-ce que c'est vraiment nécessaire? La plupart du temps, avec le recul, j'estime que c'était justifié. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Oui. Dans mes souvenirs, on n'a jamais utilisé de manière abusive la contention, quoi. On tient à rester professionnel et à respecter l'intégrité du patient. Voilà. Ça, c'est important pour nous, quoi. Oui, j'étais confronté à de la violence, mais on va dire de manière à différents degrés, quoi. Bon, c'est-à-dire, voilà, j'étais confronté à des patients qui m'insultent. Bon, ça, c'est des choses que j'accepte. Ouais. Surtout si la patiente est en souffrance, hein, voilà. Et donc, oui, j'ai déjà été confronté à ce type de violence. J'ai déjà été confronté, voilà, aussi à de la menace. Hein. Des fois, il y en a qui sont dans une forme de menace. Physiquement, bon, après aussi, ça m'est arrivé aussi de me prendre malencontreusement, voilà, quand on doit immobiliser des personnes, ça nous arrive dans des bousculades des fois. De prendre un coup. De se prendre un coup, voilà, ça fait partie des risques, mais... Alors après, si, j'ai été confronté à des situations où j'ai ressenti de la peur, par contre. Ouais. Voilà. Mais après, j'ai envie de dire, la peur, quelque part, c'est quelque chose de nécessaire aussi pour évoluer, tu vois.
L'important, ce n'est pas d'éviter des situations qui vont nous faire ressentir de la peur. L'important, c'est de savoir comment on va se comporter face à la peur. Voilà. Mais ça, souvent, on le découvre un peu sur le moment, non? Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Chaque prise en charge ou chaque prise en soin, voilà, on veut dire prise en soin aussi. Ouais. Chaque prise en soin, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle personne avec ce qu'elle a de pathologique, mais ce qu'elle peut offrir de beau aussi. J'aime j'ai envie de dire la rencontre. La rencontre avec les individus, la rencontre avec les groupes. On est face à des individus qui sont uniques et qui peuvent offrir plein de choses, quoi. Alors je vais donner des exemples plutôt que de donner des généralités. Moi, j'aime bien rencontrer des personnes qui ont des compétences artistiques. Ça m'arrive de passer du temps avec des patients qui font de la musique, qui font de la peinture. J'aime passer du temps avec les patients qui font de la musique. Je joue moi-même de la musique et ça m'arrive de prendre des instruments et de faire des jams avec les patients. Ah, super. Ça, ce sont mes moments préférés dans le boulot. Il m'arrive de faire du dessin, de dessiner les patients. Je leur propose de leur faire des portraits. D'accord. Et il m'arrive de les dessiner, voilà. Et mes meilleurs moments, c'est du coup de passer du temps avec les patients et de transformer l'expression faciale sur le visage, c'est-à-dire leur mettre le sourire, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est leur donner le smile, en fait. Surtout qu'on sait à quel point ça peut être important quand on est en hospitalisation, voilà, d'avoir des moments comme ça où on va oublier un petit peu... Bien sûr. Mais je crois que le plus beau, c'est le processus. Et je crois que ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est recevoir une personne sous contrainte qui ne veut pas se faire hospitaliser, qui nous en veut, qui nous dit voilà, je vais porter plainte contre vous, je veux pas rester chez vous, vous êtes méchant, tout ça. Donc j'aime quand au début l'hospitalisation se passe comme ça. Et puis quand à la fin de l'hospitalisation, la personne quand elle sort, elle nous remercie, elle a beaucoup de gratitude envers nous. Voilà, moi ce que j'aime c'est transformer un tableau clinique, c'est-à-dire faire en sorte que la personne au début, on la reçoit, elle est complètement morcelée, et puis à l'arrivée, elle est non seulement elle est rééquilibrée, mais en plus elle nous remercie, quoi. Ça c'est super beau, quoi. Ça c'est super beau. Je crois que c'est ça la chose qui me rend le plus heureux dans mon métier, quoi. Est-ce que tu as l'impression que justement ça c'est quand même des cas de figure qui arrivent assez souvent, régulièrement, ou est-ce qu'il y a aussi finalement beaucoup de patients où ça va être plus compliqué, où il va y avoir des rechutes, où ils vont sortir et puis vous allez les revoir, et puis ils vont ressortir et puis vous allez les revoir, et ça peut être beaucoup plus décourageant aussi, j'imagine, parfois? En effet, alors on va dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc il y a le cas de figure de la personne qui est complètement déséquilibrée, qui rentre, qu'on équilibre et qui au bout de 3 semaines ressort. Ça c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est le patient qui est face à de la récidive et à de la multirécidive au niveau de la pathologie. Et ça c'est vrai que forcément... des fois, voilà, il peut y avoir un sentiment d'échec, de se dire oh ben non, quand même, il revient, tout ça. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Après, il y a un autre cas de figure qui est entre les deux. Ok. Des fois, quand on reçoit une personne en prime hospice, par exemple, que ce soit pour une prise en charge d'une addiction alcoolique ou alors une personne qui rentre dans la maladie, très souvent, voilà, on leur donne un traitement à ces personnes-là. Très souvent, la personne
Quand elle va mieux, elle se dit je vais mieux, bah, du coup j'arrête de prendre le traitement, et là la personne se rend compte qu'en arrêtant le traitement, bah, elle fait une rechute. Elle se fait réhospitaliser, et là c'est à ce moment-là qu'elle comprend que bah, le traitement des fois il faut le prendre sur le long cours. Et des fois c'est un processus qui est nécessaire. Des fois la rechute, c'est un processus ça fait partie du processus et c'est nécessaire pour que la personne puisse comprendre, quoi. Donc là, voilà, on est dans un cas de figure qui est entre les deux. Donc du coup, pour répondre à ta question, bon ben voilà, on est face à différents cas de figure. Et en termes de proportion, moi j'ai envie de dire, voilà, il y a un tiers des patients, grosso modo, un tiers des patients qui reviennent régulièrement. D'accord. Un tiers des patients qu'on ne voit qu'une seule fois. Ok. Et puis après, un tiers des patients qui, de temps en temps, font des rechutes, quoi. Ouais, donc c'est très équilibré finalement. Ouais, voilà. Ok. Playdronica. Alors, ce que j'aime le moins dans mon travail, en fait, c'est tout l'aspect administratif. Ça concrètement, tu peux nous dire, parce que ça reste très flou, on entend souvent parler de cette charge. Concrètement, dans ta journée, comment ça va se... Eh bien, disons que quand on doit faire l'admission d'un patient, en fait, on a un dossier à constituer. D'accord. On a un dossier pour chaque patient, donc. Ouais, voilà, on a un dossier à constituer, donc où on renseigne différents paramètres, donc que ce soit l'adresse, tout ce qui est état civil. Voilà, tout ça. Après, il y a la traçabilité, donc la traçabilité aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la tension, le poids, la température. D'accord. Voilà. Savoir aussi si la personne... Voilà, au niveau du transit, au niveau de la prise en charge de la douleur aussi. Ça fait partie de plein de choses qu'il faut tracer en fait. L'hôpital public dépend de la Haute Autorité de la Santé et de l'Agence nationale de la santé. D'accord. Et donc du coup, l'hôpital est soumis à des normes. Pour que l'hôpital public puisse bénéficier donc, on va dire de l'enveloppe budgétaire de l'ARS, tous les 4 ans, il y a des inspections. Voilà. Et du coup, il faut que l'hôpital réponde à des normes. D'accord. Voilà. Donc les normes, c'est par exemple la prise en charge de la douleur, la prise en charge du transit, de la déglutition, tout ça, et de plein d'autres paramètres vis-à-vis desquels nous, on a un travail de traçabilité à faire. C'est quelque chose d'indispensable. Alors, j'ai beau ne pas aimer ce paramètre-là, je suis moi-même conscient que c'est quand même nécessaire, quoi. Je veux dire, en psychiatrie, quand même, on donne quand même des médicaments qui peuvent sédater les personnes. Bien sûr. Alors, qui dit sédation, ça ne sédate pas que la fonction psychique, ça sédate aussi la fonction digestive, ça sédate plein d'autres choses. Voilà. Donc, du coup, c'est nécessaire de tracer tout ça. Et donc, c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Juste pour info, vous avez combien de patients par exemple? On a une capacité d'une 20aine de lits dans mon D'accord. unité. Voilà. 3 infirmiers. On est 3 infirmiers par garde par. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça fait partie des choses que j'aime le moins, parce que moi, ce que j'adore, c'est le relationnel. Donc du coup, tout ce qui est, on va dire, administratif, traçabilité, ce sont des choses qui sont assez répétitives en fait. Donc c'est pas cool. Voilà. Et dans ça, j'inclus aussi le téléphone qu'on a dans notre poche aussi, parce que des fois, le téléphone, il sonne. Enfin, c'est pas des fois, c'est souvent. Et le téléphone, il sonne pour quelle raison en général? Des fois, c'est le secrétariat qui appelle. Des fois, ça va être aussi la famille qui appelle. Des fois aussi, ça peut être... le téléphone, on l'utilise aussi pour commander des transports. On l'utilise pour plein de choses, quoi. Ok. Voilà. Et des fois le week-end, parce que on travaille aussi en collaboration avec les centres médico-psychologiques.
Et les centres médico-psychologiques, le week-end, ils sont fermés. Ouais, d'accord. Donc du coup, le transfert d'appel est fait dans notre hôpital le jour. Ah oui, ok. Donc voilà, il y a ça à gérer aussi, quoi. Mais voilà, on le fait, quoi. La représentation du travail en psychiatrie que je me faisais, on va dire il y a 15 ans en arrière, hein, n'a strictement rien à voir avec la réalité du terrain. Voilà. De la même manière que la représentation collective que l'on peut avoir, Que le public peut avoir de la psychiatrie. Voilà, la représentation collective que le public a de la psychiatrie n'a strictement rien à voir avec la réalité du terrain. La psychiatrie, ce n'est pas Vol au-dessus de nid de coucou. La psychiatrie, ce n'est pas Shutter Island. La psychiatrie, ce n'est pas tout ce que nous vendent les médias, tout ce que nous vend la pop culture. Alors, on a surtout l'impression que ces représentations-là, elles sont restées sur l'hôpital psychiatrique tel qu'il était il y a... Oui, effectivement, il y a des années et des années et des années de ça. Effectivement, la psychiatrie a pu être d'une violence absolument inouïe, ça c'est certain. Et moi, en tant que patient, je me dis tout le temps, mais heureusement que je suis pas née en... je sais pas à quelle époque, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, la psychiatrie aujourd'hui n'a plus rien à voir bien sûr. avec ça. Et d'ailleurs, voilà, je disais tout à l'heure, mais voilà, des fois, on reçoit des patients en primo-hospice, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital psy. Qui sont terrifiés. Ils sont terrifiés, qui se disent « Oh mon Dieu, je vais mettre les pieds en psychiatrie, c'est la fin du monde !» Et en fait, ils arrivent, toutes leurs représentations partent en fumée, et quand ils sortent, c'est là qu'ils nous remercient. Ils se disent « Bah ouais, je pensais pas que ça ressemblait à ça !» Voilà, et c'est ça qui est beau aussi, quoi. C'est de se dire que ce qui se passe à l'intérieur de nos murs n'a strictement rien à voir avec la représentation que se font les gens à l'extérieur. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Mais d'après toi, pourquoi il y a un tel décalage ? Mais ça, c'est parce que la représentation de la psychiatrie est complètement biaisée par les médias. Oui, par les médias, en fait. Qui stigmatisent la psy. Ou alors, c'est vrai que même quand on voit, par exemple, des reportages sur les services de psychiatrie, on est toujours dans des services d'urgence. On les voit qu'ils sont en crise. Des situations extrêmement difficiles. Voilà, c'est vrai que c'est assez rare quand on voit vraiment un documentaire où on suit, par exemple, un patient bien sûr. de son entrée à sa sortie. Ou... C'est vrai que je me rappelle quand j'ai vu des fois des trucs en immersion en psychiatrie. Voilà, c'est du sensationnel en fait. Oui, c'est du sensationnel. On voit la personne qui est en crise, qui se tape la tête contre le mur. Non, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Alors, des fois ça arrive, mais 1% du temps. Oui, et puis du coup, le public ne retient que ça. Effectivement, ça perpétue cette image d'horreur. Bien sûr. Mais ça stigmatise autant les soignants et les soins que les patients, en fait. Ouais. Les patients ont l'air complètement fous et complètement... Et les soignants ont l'air de tortionnaires, en fait. C'est ça. C'est souvent l'image... Et j'ai envie de dire, j'ai assisté à des situations violentes dans l'espace public. C'est-à-dire ailleurs que sur mon lieu de travail. Oui. Des situations de violence, on peut en trouver partout, et pas qu'en psychiatrie. Ouais. Des situations de violence, on en croise au supermarché, dans les centres commerciaux, sur la plage. Ce que je constate, c'est que donc il y a une partie de la population, il y en a qui souffrent de paranoïa. Voilà. Ça, c'est un trouble de la personnalité, la paranoïa. Et la paranoïa, c'est quelque chose qui malheureusement ne se soigne pas. Par contre,
la paranoïa, c'est quelque chose qui va être générateur d'anxiété, de dépression. Voilà. C'est absolument terrible à vivre. Voilà. Et souvent voilà, d'altercations et de conflits. Malheureusement, une personne parano, sa paranoïa ne peut pas être soignée, quoi, parce que très souvent, la personne paranoïaque est dans le déni de la paranoïa. Ouais. Donc c'est très compliqué. Donc du coup, on soigne la dépression, mais on marche sur des œufs par rapport à la paranoïa, quoi. D'accord. Parce que malheureusement, une personne parano, si on commence à rentrer en confrontation avec son délire de paranoïa, on devient élément persécuteur. Ouais. Et du coup, là, c'est fini. Il y a deux cas de figure. Soit la personne se fait hospitaliser de son plein gré parce qu'elle est dépressive, soit elle se fait hospitaliser parce qu'elle a été en altercation avec quelqu'un d'autre, et là, à ce moment-là, elle se fait hospitaliser sous contrainte. Là, c'est un peu plus compliqué, par contre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'espace public, il y a énormément de personnes qui sont paranoïaques. Dans mon entourage, je connais des personnes, dans mon cercle, on va dire, de fréquentation, qui correspondent à un profil paranoïaque mais qui arrivent... C'est ce que j'allais dire, genre pathologique ou pas, ou entre les deux. Voilà, qui arrivent quand même à vivre, à passer entre les mailles du filet. D'accord. Voilà. Et passer entre les mailles du filet, c'est quand quand l'individu peut encore avoir une vie professionnelle, sociale, affective, familiale. Oui, sans couper les relations. Sans couper les relations. Mais on sent que c'est fragile. Ouais. Moi, je me suis retrouvée une fois, pas très loin de l'hôpital, justement, je sortais d'un rendez-vous. Je me suis retrouvée face à un jeune homme qui était persuadé que je le suivais ou que je l'avais mal regardé. Ah, c'était extrêmement violent. C'est-à-dire qu'il s'est mis face à moi très très proche, en me hurlant dessus de manière... Et vraiment, je me demandais le moment où il allait en passer aux mains, quoi. J'étais tétanisée. Bon, finalement, il est parti. Mais c'est vrai que ça peut être extrêmement impressionnant parce qu'ils sont dans une telle angoisse, en fait, dans une telle détresse, en fait, aussi. Ah oui. Et c'est vrai que je m'en souviendrai, je pense, longtemps de cette rencontre. Ouais, le paranoïaque, c'est avant tout quelqu'un qui se sent en danger. Voilà, il se sent profondément en danger. Alors, tout est menace, finalement. Du coup, ce qui est important, le paranoïaque, en définitive, c'est quelqu'un qui a besoin d'être enveloppé, quoi. D'être enveloppé et, par exemple, une personne qui est persuadée qu'il y a des caméras de partout, il ne faut surtout pas lui dire ben non, il n'y a pas de caméra. Parce que là, du coup, on devient... Non, ce qu'il faut faire, c'est dire... écoutez, montrez-moi où est-ce qu'elles sont. Si vous me dites qu'il y a des caméras, moi je veux bien vous croire, montrez-moi, on va voir ensemble. Il faut faire comme ça avec le paranoïaque. Il ne faut pas lui dire ah non, il n'y en a pas. Moi sur le coup, j'étais tellement tétanisée, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Disons que c'est très compliqué parce que le public, nous en tant qu'individu, l'individu qui n'est pas professionnel de la psychiatrie, malheureusement, il n'est pas formé à interagir avec ça. Parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'individu, il est formaté à autre chose depuis l'école. Il est formaté, comme je disais, à être un individu productif et obéissant. Docile, ouais. Voilà. Parce qu'un patient en psychiatrie, souvent, n'est pas docile. Ah non. Non. Mais après, ça c'est pour philosopher un petit peu plus. L'individu humain, l'humain de base, n'est pas programmé biologiquement pour être obéissant, quoi. Il est encore même productif, quoi. L'individu humain, il est fait pour vivre de manière tribale, en tribu, en communauté. On vit dans une société qu'on a fait évoluer en l'espace de quelques siècles, alors que notre cerveau, lui, il n'a pas évolué depuis tout ce temps, quoi. Donc du coup, en fait, il y a une inadéquation.
Mais pourquoi le cerveau, il n'a pas évolué en même temps? Parce qu'on sait en même temps que... Alors, parce qu'en fait, le processus d'évolution biologique, voilà, après je parle de biologie, hein, la mutation biologique, c'est un processus qui prend énormément de temps, qui se compte en millions d'années en fait. Et nous, on est dans une société où l'évolution, en l'espace de 10 ans, elle s'accélère. L'individu, l'homo sapiens que nous sommes, biologiquement, il n'est pas programmé pour ça. Il n'est pas programmé pour... Oui, mais étonnamment, par exemple, on sait que la génétique peut évoluer de manière extrêmement rapide et s'adapter de manière... On a vu des évolutions génétiques même très, très, très surprenantes. Enfin, vraiment extrêmement rapides. Donc je me dis, pourquoi le cerveau, finalement, ne pourrait pas lui aussi... Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, effectivement, c'est que si je pense au monde dans lequel vivaient mes grands-parents, ou même mes parents, ne serait-ce que mes parents, c'est un autre monde, quoi. Bien sûr. Et même, je peux aller plus loin, le monde de quand j'étais enfant était déjà très différent du monde dans lequel je vis aujourd'hui, déjà. Alors, je pense qu'on s'adapte, on a quand même des capacités d'adaptation qui sont assez phénoménales, je trouve, l'humain. Ouais. Mais effectivement, ce que tu disais, cette pression mise sur l'individu Alors, on est dans une époque aussi où je trouve qu'il y a quand même... On retrouve ce truc de communauté, beaucoup. Bien sûr, Les gens se retrouvent en communauté, voilà. Ce qui est dommage, je trouve, dans notre société. Des fois, certaines causes sont réutilisées pour être prétexte d'opposition. Et ça, c'est dommage. Moi, je pars du principe qu'en fait, les différences, il ne faut pas les opposer, il faut les cultiver, en fait. Voilà. Et c'est vrai que, malheureusement, souvent, les différences sont opposées. En fait, ce que je trouve un peu paradoxal dans la société actuelle, c'est que, d'un côté, on pourrait avoir l'impression qu'effectivement, il y a quand même une plus grande ouverture, une plus grande tolérance, et une plus grande attention qui est portée, justement... aux différences, et en même temps il y a un truc qui se durcit dans la capacité d'accepter l'autre s'il est différent, quoi, s'il est différent de moi, quoi, s'il fait pas partie de ma communauté, s'il fait pas... Donc je trouve que c'est un peu paradoxal en fait. Mais en fait, j'en reviens à ce que un petit peu je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout dépend, on va dire, de l'individu. Si la personne en fait elle est dans un état d'esprit constructif, elle va être du genre à cultiver la différence. Si elle est dans un état d'esprit destructeur, elle va vouloir tendance à être dans l'opposition. Oui, finalement, on peut se dire que plus une personne souffre aussi, et moins elle est en capacité d'ouverture et d'accueil de la différence, en fait. C'est ça, ouais. On est dans une société qui se dit inclusive, tu vois. On est dans une société qui se dit inclusive. Mais quand tu creuses et quand tu te retrouves confronté à la réalité, des fois tu te dis, c'est pas si inclusif que ça. Un exemple, tu veux faire un crédit pour acheter dans l'immobilier. Tu as tout un questionnaire à remplir. Et là, on te dit, est-ce que vous avez déjà pris un traitement? Et pour quelle raison, tu vois, voilà. Déjà, ça me paraît... Et là, s'il y a marqué, tu sais, si dans ton truc officiel que tu fais avec ta banque, si dans ce papier officiel que tu fais avec ta banque pour constituer ton crédit, le dossier, tu vois, si tu marques que tu prends un traitement psy, là, la banque, elle va grincer des dents pour te faire ton crédit, tu vois. Mais je comprends pas que ce soit pas considéré comme de la discrimination, en fait. C'est de la discrimination. Oui, mais pourquoi c'est autorisé? C'est ça, c'est une discrimination autorisée parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Mais ça... si tu veux, il y a des discriminations... qui sont légalement répréhensibles, mais qui sont quand même dans le quotidien effectives, quoi. Mais là, qu'une banque te demande clairement, je veux dire, c'est vraiment noir sur blanc. Donc voilà, pour répondre de manière, on va dire, du coup, globale à ta question, s'il y avait un truc que j'aimerais changer en psychiatrie, ce serait peut-être ça. C'est-à-dire... changer le regard de la société. Voilà, et... à cesser la discrimination, quoi. Tu vois, c'est-à-dire faire en sorte d'accepter
la population psychiatrique au même titre qu'on met en place, si tu veux, des dispositifs pour les personnes handicapées. C'est un truc tout con, hein. Tu vois, il y a des places de parking pour les personnes handicapées, ce qui est tout à fait légitime. Ça serait bien que des dispositifs soient mis en place pour les personnes qui relèvent de la psychiatrie et qu'en tout cas, la psychiatrie cesse de faire peur. Mais je pense que ça fait peur aux gens parce que c'est un peu la psychiatrie, c'est un peu l'humanité à son paroxysme en fait. C'est aussi l'humain quand il craque, c'est l'humain quand il... Et c'est ce truc-là, je pense, qui fait peur en fait. C'est l'humain quand il maîtrise plus en fait, quand il maîtrise plus sa vie, quand il maîtrise plus... Donc c'est ça qui fait peur, je pense. En partie, je pense que oui, ça fait partie des facteurs. Ouais. Dans une société qui veut justement tout maîtriser aussi. Ah mais on est dans l'hyper-contrôle, oui. Ouais. Mais aussi, on est face à une société qui accepte difficilement de manière générale, quoi. On a un rapport à la maladie et à la mort qui n'a rien à voir avec les sociétés, j'ai envie de dire, d'avant et certaines sociétés. J'ai beaucoup d'admiration pour les Amérindiens et de mon point de vue, c'est probablement la communauté qui vivait peut-être de la manière la plus logique sur cette terre en fait. Parce qu'ils étaient écolos. Ça même prônait des valeurs écolos. Ils étaient écolos. Oui, leur survie dépendait tellement aussi de la nature que c'est vrai que c'était un lien très... Voilà. Bon, ils étaient pas véganes, hein, voilà, mais... Bien sûr. Moi, j'avais entendu aussi dans une émission que justement... c'est marrant parce qu'on dit souvent que cette histoire de genre et de personnes transgenres, ce serait réservé au milieu occidental. Or, pas du tout. Et notamment, j'avais vu un reportage sur un Amérindien qui expliquait que justement chez eux, dans leur communauté, ces personnes-là étaient pas du tout mises à l'écart, au contraire, et qu'on acceptait tout à fait que c'était des personnes à la fois masculin, féminin, que ça n'avait pas vraiment d'importance, et que c'était au contraire des personnes très respectées parce que, dans leur système de croyance, en tout cas, elles avaient un rôle essentiel à jouer, en fait. Et donc c'est marrant aussi comment finalement une communauté intègre les personnes qui sont différentes de la majorité et au lieu de les mettre à l'écart, et en fait on les englobe dans le système de croyances et machin et ils ont leur place en fait à part entière. Bien sûr, mais tout ça par dire que voilà, tout est en lien et le rapport qu'on a nous à la mort, à notre objectif de vie, à la retraite, à l'argent, tout ça. En définitive, c'est pas quelque chose dont nous avons besoin en tant qu'humains, mais c'est que ce sont des besoins que notre société nous a... Ce sont des besoins artificiels que notre société nous a... Alors que bon... Oui, non, mais c'est malheureux, mais tout est régi par ça, quoi. Voilà, ouais. Tu te vois encore faire ce métier longtemps ou À l'heure actuelle, j'ai envie de faire ce métier très longtemps. J'espère que cette envie durera, continuera de... J'espère que cette flamme continuera de brûler en moi, quoi. Ouais, moi je trouve que je suis fait pour... je pense avoir trouvé ma voie. Ça se dit pas. Les rencontres. Ça ne se dit pas.